Chers collègues, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir pour essayer d'apprendre ensemble comment, je cite, un homme ordinaire fait des choses sortant de l'ordinaire. C'est comme ça que Mike Horn se décrit dans son dernier bouquin, que j'ose pas dire, je vous recommande chaudement, puisqu'on ne va pas parler de ça, Le conquérant de l'impossible ou 20 000 km autour du cercle polaire arctique. Comment survivre par un froid polaire dans un univers blanc, sans ciel, sans terre et parfois sans relief? Comment franchir des montagnes? Comment franchir des crevasses? Comment tenir sur la banquise et monter une tente dans un blizzard épouvantable? Et tout ça, au départ, sans connaître le milieu polaire. À l'évidence, en plus de la détermination qu'on a appris à connaître par ces autres bouquins, il faut une approche plus systématique, il faut un entraînement, il faut un apprentissage. Cet apprentissage minutieux, c'est une des choses dont on va parler ce soir le plus, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Après l'introduction, ou avec l'introduction, et ensuite les commentaires du docteur Jacques Richon, qui est là, qui est aussi un spécialiste du froid et de la montagne. En effet, il est non seulement chirurgien, il est médecin chirurgien, il est guide de montagne, il est responsable d'une structure qui fait de héliportée pour sauver les gens en montagne, il est un médecin d'expédition, je l'ai peut-être déjà dit, et en plus, il est pédagogue. Donc, on va pouvoir enfin parler de tout cela ce soir. Grâce à la générosité du CERN, ce n'est pas tout à fait un hasard non plus si on a la chance de se trouver ici, dans ce palais, ex-palais de l'équilibre, et qui a été magnifiquement ou de manière très pertinente rebaptisé, comme si c'était le fait exprès pour notre sujet de ce soir, le palais de la science, le globe de la science et de l'innovation. Et comme le soulignera certainement aussi le docteur Richon, il faut une approche scientifique et systématique du milieu polaire, une innovation à peu près permanente avant et pendant l'expédition, et une capacité de décision et de jugement tout à fait incroyable pour survivre dans un milieu qui est rarement à l'équilibre. Grâce à la Banque Mirabeau, et entre autres, il y a Antoine Boissier, un des associés qui connaît le mieux, Mike Horn, qui est ici ce soir, et qui aura la gentillesse de clore cette partie conférence et de nous inviter à la partie dînatoire qui suit. Grâce au concepteur AUX de ce magnifique palais, grâce au CERN, notre hôte, grâce à Jacques Richon, grâce à Mike Horn et grâce à plein d'autres gens qui ont permis cette soirée, on va pouvoir apprendre ensemble avec quelle intelligence et quelle science, d'une certaine manière, bien que le Dr Richon parlera plutôt d'art, Mike Horn a réussi pratiquement l'impossible, survivre pendant près de 2 ans dans un froid extrême. Que tous soient très vivement remerciés. Et maintenant, je passe la parole au docteur Richon et à Mike Horn pour nous parler de cette science ou de cet art. À nous la science. Merci. Bien, bonsoir mesdames et messieurs. On va passer ensemble un petit moment médical peut-être particulier. Si je dis médical, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de médecins ici. Et aussi qu'on va parler d'une médecine un peu bâtarde. C'est la médecine, un peu de médecine du sport, un peu de médecine d'aventure, un petit peu de médecine de montagne. Les Anglais l'appellent la médecine outdoor de façon un peu plus complète. Et puis, je vous dis particulière parce que j'aimerais bien que pendant cette soirée, on puisse confronter cette médecine qui se veut un peu scientifique, disons en tout cas cartésienne ou analytique, qu'on puisse la confronter avec l'expérience vraie, l'expérience d'un homme qui est quand même hors du commun, c'est une sorte de mutant qui va nous montrer que nos belles théories médicales ne sont pas forcément toujours totalement exactes. Et peut-être qu'on pourra avoir une réflexion sur cette balance entre la science et l'art. Alors on va commencer par vous montrer un film de Mike qui va vous indiquer un petit peu de quoi on va parler. Enfin, c'est déjà écrit, on va parler du froid plutôt. Puis je vous expliquerai un tout petit peu de façon très simple ce qu'est le froid et on va pouvoir discuter de quelques éléments scientifiques avec Mike qui va nous donner sa façon à lui de voir les choses. Alors, je pense qu'on peut lancer le film.
La tempête. Quand tu es seul sur la banquise ou en Alaska ou sur un bateau, là c'est vraiment un voyage à l'intérieur. Now it's been more than a month. I haven't seen or read anything or heard anything or just silence and cold. Quand tu tombes à 40 km/h sur la glace vive, ma foi, ça peut être fatal. Dès que tout de suite la tente a pris feu, moi j'ai pris feu avec mes vêtements. Ici au nord, tu es complètement libre, tu as un esprit libre. Et puis c'est pas un voyage physiquement sur la terre depuis point A à B, c'est plutôt un voyage à l'intérieur. Bien, vous connaissez tous Mike, j'imagine. Vous savez qu'il a récemment découvert, expérimenté le Grand Nord. C'est un gars qui vient d'Afrique du Sud, qui n'est pas forcément un natif de chez les Inuits. Et il a fait une expédition, un essai au pôle Nord. Il a fait le tour du cercle arctique. Donc il a été confronté très souvent au froid. Et c'est un petit peu du froid que j'aimerais vous parler. Sur le plan médical, je ne vais pas être d'une science extrêmement fouillée. Je vais essayer d'introduire quelques notions que Mike nous commentera. Le froid, bien sûr, c'est une température. C'est une température, mais on ne sait pas très bien à quelle température on a froid. On n'a pas une définition très claire, très scientifique. En cas de la température, on sait que l'eau gèle à 0 degré, on sait qu'il neige à 1, 2, voire 3 degrés, mais c'est un peu tout. Par contre, ce qui est plus intéressant pour le médecin, c'est de savoir comment est-ce qu'on est capable de s'adapter ou tout au moins de survivre dans une atmosphère plutôt froide. Ici, il y a 3 individus au sommet d'une montagne au Népal qui s'appelle la Madablam, c'est presque à 7000 mètres. C'est en décembre, il fait moins 28 degrés au sommet. Et ces 3 individus ont certainement une température de 36,5 à 37 degrés. Vous savez comme moi que l'homme est un homéotherme, c'est un animal à sang chaud qui garde son sang chaud. Alors comment est-ce qu'il va garder son sang chaud ? C'est relativement simple, hein. Il faut produire un peu de chaleur et il faut éviter de trop en perdre. Le bilan thermique, qui doit être nul, se base d'une part sur la production de chaleur. La production de chaleur, c'est la thermogenèse. Vous savez ou vous ne savez pas qu'on produit environ 70 calories par heure au repos, ce qui n'est pas énorme, mais qu'on a la possibilité d'augmenter cette production de chaleur, soit par un phénomène involontaire, qui est le phénomène métabolique, hormonal, particulièrement via la thyroïde, et qu'on a la possibilité de créer beaucoup de chaleur via le travail musculaire. Un effort maximal peut se chiffrer à peu près à 1000 watts de production de chaleur, alors qu'un frisson involontaire
produit en énergie à peu près 400 watts, entièrement transformée en chaleur. D'un autre côté, ce qu'on appelle la thermolyse, c'est la perte de chaleur via différents mécanismes physiques. Voilà, de façon extrêmement simple, ce que c'est qu'un bilan thermique. Je parle de métabolisme, je parle du frisson, je parle aussi de l'air ambiant, puisque on crée son homéothermie en fonction du chaud ou du froid qui nous entoure. Les pertes de chaleur, c'est très peu l'évaporation dans le cadre du froid, du grand froid. L'évaporation, c'est un système qui nous permet de perdre la chaleur quand on a trop chaud. Par contre, ces trois termes qu'on utilise tout le temps, en tout cas en médecine de montagne et dans la création de vêtements, c'est la radiation, conduction et convection. Je vous rappelle très rapidement que la radiation, c'est la perte de chaleur, disons la différence de température entre notre propre température, notre peau et l'air, que la conduction, c'est la perte de chaleur via le contact, et là, Mike aura quelque chose à nous raconter, la perte de température la plus rapide par conduction, c'est l'immersion. C'est d'ailleurs les records mondiaux d'hypothermie, on les trouve chez les enfants qui sont tombés dans des lacs gelés, et vous verrez que Mike a quelques images assez saisissantes et qui pourra, lui, nous dire comment ce qu'il a fait pour s'en sortir. La convection, c'est un facteur qui est fondamental dans la structure vestimentaire. La convection, c'est la perte de chaleur par le vent, si vous voulez, par le fait que la couche de chaleur que l'on a autour de la peau est chassée par le vent, avec pour effet une perte de température. Bien sûr, ça me semble évident, quand on parle de température, on parle de température centrale. La température centrale, c'est la core temperature des Anglais, des Américains. C'est ce mécanisme qu'a l'organisme de conserver au chaud ses organes nobles pour sa survie. En deux mots, la température centrale, on la mesure dans le terrain, sur le plan médical, par le moyen d'un thermomètre tympanique. La température rectale ésophagienne, à 4000 mètres par moins 20 degrés, c'est assez difficile à pratiquer. Par contre, la température tympanique, par le biais de ce petit thermomètre, a un désavantage, c'est qu'elle mesure très souvent la température de la neige qu'on a dans le conduit auditif. Et dans le cas des hypothermies graves, elle mesure la température de la peau lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire. Je reviens sur thermolyse, thermogénèse, sur le bilan thermique. Lorsqu'il fait froid, on ne prend que le tableau de gauche. Lorsqu'il fait froid, il semble que l'on soit pourvu d'une multitude de récepteurs thermiques qui sont situés dans la peau, sous la peau, dans le tissu sous-cutané, des récepteurs thermiques qui envoient des informations dans le centre de thermorégulation qui est hypothalamique. Cette information, elle est gérée dans l'hypothalamus comme un message d'erreur quand il fait trop froid et entraîne une réaction de l'organisme. Cette réaction, elle est de deux types. En rouge, c'est la production de chaleur. En jaune, la diminution de la perte de chaleur. On a parlé du frisson, on a parlé de l'augmentation du métabolisme. Ce sont des phénomènes automatiques, si vous voulez, naturels, qui nous permettent d'avoir un certain gain de chaleur. Un frisson, ça donne pas mal de chaleur. Je vous dis, on arrive jusqu'à 400 watts en énergie. Par contre, le frisson, il s'épuise relativement rapidement. On ne peut pas frissonner pendant 14 heures. Et d'autre part, dans le terrain difficile, que ce soit en montagne, en altitude ou dans le grand froid, le frisson entraîne des maladresses, entraîne une difficulté de manutention, donc un risque pour la survie. La façon qu'a l'organisme de diminuer ces pertes de chaleur, c'est d'augmenter son isolation. Et pour augmenter son isolation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une vasoconstriction périphérique. Vous savez que le débit intracutané se chiffre à peu près à 20 millilitres minute et il va descendre en cas de vasoconstriction sévère au froid jusqu'à 1 millilitre minute à peu près, ce qui va diminuer d'autant et la surface et la rapidité des échanges thermiques dans cette enveloppe cutanée. Mais ce qui est probablement plus intéressant que la science pure, c'est ce que j'ai mis en bleu, c'est tous les comportements que ces signaux de froid vont induire. Ça semble absolument logique que quand il fait froid, on va bouger.
Je pense que cet hiver, quand vous attendiez le bus à Genève par moins 20 et par une gentille petite bise, vous ne voyez pas beaucoup de gens assis sur les bancs, mais plutôt debout en train de marcher. C'est ces comportements qui vont permettre la recherche vestimentaire, donc la recherche des textiles, la recherche d'amélioration, ce qui va nous permettre instinctivement de boire du chaud quand il fait froid ou de rechercher des sources de chaleur. Et là, je pense que Mike pourra nous décrire dans le détail les détails effectivement de tous ces comportements qui vont lui permettre la survie. Quand on parle froid, il y a quelque chose qu'on est obligé de tenir compte, c'est le vent. Alors, dans ce domaine, ce sont les Canadiens qui sont de loin en avance parce que vous êtes tous peut-être baladés à Montréal en plein hiver. J'y étais au mois de janvier, il faisait moins 40. Et les gens se baladent allègrement en rue par moins 40, qui est une température raisonnable. Là-bas, ils ont développé un système via une formule mathématique pour déterminer les équivalents thermiques en fonction du vent. Et ils utilisent ça sur le plan politique et de politique sanitaire, par exemple, pour fermer les cours d'école en hiver, pour interdire aux enfants de sortir, ou pour imposer des tenues vestimentaires aux travailleurs qui doivent travailler dehors. La définition pour eux d'un équivalent thermique ou d'une température équivalente permet, disons, de se rendre compte un peu de l'effet du froid. Vous voyez qu'entre moins 1 et plus, il fait frais. On est légèrement inconfortable. Jusqu'à moins 10, on est un peu inconfortable. Pour le Canadien, c'est une vie absolument normale. Chez nous, dans certaines régions, à moins 10, on commence un petit peu à faire la gueule. Entre moins 10 et moins 18, il commence à faire assez froid. Et à partir, pour eux, de moins 18, c'est un peu arbitraire ces chiffres, on commence à avoir des dangers de gelure, des dangers d'hypothermie. Mais c'est surtout à partir de moins 30 que le froid devient intense, avec un important danger de lésion due au froid, et qu'en dessous de 50 degrés, vous voyez qu'il y a un danger énorme et qu'une peau exposée peut geler très, très rapidement. Soit dit en passant, pour Mike, c'est à partir de moins 50 degrés qu'il commence à sortir. Le tableau, ce tableau-là, qui est utilisé très couramment, et chez les Canadiens, il fait partie des prévisions météo, par exemple. C'est un tableau qui a été établi par expérimentation. Il remplace l'ancien Wind Chill Index, qui lui avait été calculé sur la rapidité avec laquelle gelait un verre d'eau à 3 mètres de haut, je crois, en fonction du vent. Cet indice éolien a été mesuré par des capteurs sur la peau, sur les muqueuses de Kobe qui ont été soumis lors d'un effort de marche à des vents différents. Et vous pouvez vous rendre compte que si vous prenez une température mesurée de moins 10 degrés et un vent de 15 km/h, un vent de 15 km/h, c'est un vent qui fait bouger un peu les feuilles. Ce n'est pas beaucoup. C'est la petite bise tranquille du bout du lac. À moins 15 degrés, on arrive à un équivalent thermique de moins 20. Et si vous augmentez un peu le vent, vous prenez un vent à 40 degrés, 40 km/h, c'est un vent qui soulève les papiers qui seraient par terre, qui fait bouger les plus grosses branches des arbres, donc ce n'est pas quelque chose de catastrophique. Vous passez d'un équivalent thermique de moins 10 à moins 31, donc vous triplez l'effet froid. Cette constatation empirique, tout le monde l'a remarqué, qu'on a plus froid quand il y a du vent, a trouvé ici une définition mathématique, puisqu'il y a une formule mathématique qui vous permet de calculer ces températures. En ce qui concerne l'humidité, je ne fais que le citer parce que je n'ai rien trouvé dans la littérature. La seule chose qu'on trouve, c'est que tout le monde s'accorde pour dire que quand on est humide, on a 14 fois plus froid. Je n'ai jamais su d'où venait ce chiffre de 14. Je ne dirais pas que c'est une lapalissade, mais c'est une constatation totalement empirique que de se rendre compte qu'il fait plus froid quand on est mouillé. Et là, je serais reconnaissant à Mike tout à l'heure qui nous raconte son expérience de vraie humidité dans le vrai grand froid. Voilà ce qui est défini en fonction du refroidissement éolien. Je ne veux pas m'attarder sur chacune de ces températures. Je pense qu'il y a une question culturelle aussi, puisque ça vient ici du Canada, même du Québec plutôt, qui est particulièrement froid. Et là aussi, vous voyez qu'à partir de moins 40, on peut se geler les doigts ou les mains en quelques 5 minutes, et qu'à
en dessous de moins 50, on a des gelures quasi instantanées. En fin de notre petite soirée médicale, on vous parlera plus précisément des gelures avec Mike. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire quand il fait froid? Bien sûr, on peut rester chez soi, ça je pense que c'est une chose que font la plupart des gens, mais on peut aussi, vous l'avez vu, augmenter notre production de chaleur, c'est l'effort musculaire et la nutrition qui nous le permettent, et puis on peut diminuer les pertes, non seulement par effet réflexe, mais par le textile. Là, je vous donne juste une petite introduction. Vous voyez que le textile se situe, la préoccupation du textile se situe dans ce côté comportemental de l'être humain dans sa survie. Ça n'est pas un réflexe physiologique. Le vêtement, il doit avoir deux caractéristiques, si vous voulez. La première chose, savoir que l'air conduit très peu le froid. Et l'autre chose, que l'humidité le conduit beaucoup. Donc, on va développer des tissus avec des maillages, et on le connaît depuis très longtemps, le duvet. Vous savez que le duvet, c'est essentiellement de l'air. C'est ça qui en fait sa qualité protectrice. Et puis, depuis quelques années, on a développé le multicouche. On ne met plus un gros pull en laine, mais on en met 6 petits les uns sur les autres. Des multicouches qui laissent de l'espace entre chaque couche afin de permettre de diminuer le gradient thermique entre la peau et l'extérieur. L'imperméabilité au vent semble logique avec ce qu'on a vu sur l'indice éolien, mais pose un certain problème, parce que qui dit imperméabilité dit et vraisemblablement aussi imperméabilité à l'humidité. Alors, l'industrie a commencé avec le Gore-Tex et d'autres textiles à améliorer un peu les choses. Vous verrez une photo de Mike qui est révélatrice de l'humidité gelée sur ses habits en raison justement de cette imperméabilité du coupe-vent. Voilà. Là, je vous ai juste introduit un petit peu la réflexion que peut avoir le médecin sur le froid. Et je pense que Mike peut, par le biais de pas mal de photos, nous expliquer, j'aimerais beaucoup qu'il s'attarde un petit peu sur son expérience du froid humide, si j'ose dire, et puis sur sa tactique vestimentaire. Mike? Merci Jacques, merci Antoine, et puis merci Mirabeau, c'est grâce à eux que je suis là. C'est aussi grâce à eux que je pouvais faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis c'est grâce à eux que je peux vous ramener un peu des images. Comme Jacques disait, c'est que moi je suis né en Afrique du Sud, dans un climat qui est pas mal chaud. Mais comme je dis, on est jamais plus con que les autres. On peut aller où les gens ne croient pas qu'on peut aller, on peut y aller. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui est contradictoire entre la médecine et le médecin, et puis qu'on peut vraiment faire sur le terrain. Et puis, je crois que je suis un exemple un peu de ça. Ça veut dire que mes bases est un peu aussi médicales dans la psychologie du sport et puis en fait au début des blessures sportives à l'université de Stellenbosch au sud tout près de Cape Town. Et puis j'ai eu juste un jour ras-le-bol parce qu'il y avait tout le monde qui est venu vers moi pleurer. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et puis il y avait au bout d'un moment que je disais, mais il faut que ça arrête. Et puis je vais essayer de montrer un peu aux gens qu'avec un peu une attitude qui est différente, mentalement, on peut aller au-delà qu'on croit on peut faire. Et puis je crois que tout le monde qui est là, vous avez déjà tout vu dans la vie, vous avez tout fait dans la vie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, un type comme moi, qu'est-ce que je peux vous apporter? Pas grand-chose, c'est vrai, mais en fait, une expérience vécue que vous n'avez pas. Et puis, je crois que c'est un bon échange pour faire ça. Je crois que c'est bon, vous pouvez acheter mon livre qui se trouve derrière, puis vous allez trouver toutes les réponses dedans. Merci beaucoup.
Voilà, non, on va vite avancer. J'ai quelques diapos à vous montrer. Je ne crois pas que l'idée, c'est que je vous montre un peu des diapos. L'idée, c'est qu'on va partir un peu sur la thème du froid. Et puis, je crois que c'est ça qui vous intéresse le plus. Voilà, on va vite aller comme ça. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai environ une vingtaine de minutes de vous montrer en fait 200 diapos, parce que Jacques a dit que c'est lui qui va parler, c'est pas moi qui va parler, puis je suis tout à fait d'accord, j'ai assez parlé depuis que je rentrais. Et puis en fait, l'idée, c'était de vous donner une idée où j'étais. Voilà, c'est bon, je vais partir comme ça. L'expédition était sur 20 000 km autour de la cercle arctique polaire, en commençant en Norvège, et tout simplement en bout de bateau. Bateau, c'est pas trop difficile parce qu'on monte les voiles et puis après on se repose et puis on arrive où on va arriver. Après, il y a une équipe de logistique qui va ramener mon bateau sur la côte ouest de Groenland. Moi, je veux tout simplement traverser environ 1200 km en altitude de 3000 mètres. Les Allemands à faire 45 jours. Moi, j'ai pris que 20 jours de bouffe en disant que 45 jours, tu dors plus que tu marches. Pour 1200 km. Ça veut dire que j'ai pris 20 jours de bouffe pour arriver 15 jours plus tard à l'autre côté. J'ai vite sauté sur mon bateau, vite rentré dans la passage du nord-ouest. Je voulais aller à Cambridge Bay et puis la glace m'a arrêté au nord de la terre de Baffin. Là, j'ai attaqué un petit détour de 1200 km pour arriver à Cambridge Bay 3 mois plus tard. Après, vite marché pour arriver sur les droites de Bering, qui est environ 8000 km. Après, vite traverser les droites de Bering. Et puis après, comme toujours, les bureaucrates, problème avec les Russes un peu, je me retrouvais en prison au nord de Tchakotka. Un mois, j'ai resté en prison. Après, la KGB a dit, Mike, on ne te veut pas ici. Ils m'ont renvoyé ici. J'ai resté 4 mois dans une petite cabane, que je vais vous montrer un peu des images après. Et puis après, une fois, Poutine a décidé qu'il veut me donner l'autorisation, il a dit, Mike, tu as 12 mois de faire environ 15 000 km. Ça veut dire une moyenne 1000 km par jour, 1000 km par mois. En plus, dans les conditions, quand il fait vraiment chaud, et puis tu es à l'ombre, il peut faire en fait environ moins 40. Après, marcher 56 km par jour en moyenne, en tirant la luge qui pèse 200 kg, dans les conditions jusqu'à moins 62, c'était la température des plus froids que j'ai eue. Et puis après, exactement 11 mois, j'ai arrivé à nouveau au point de départ. Ça veut dire que si moi je peux le faire, beaucoup d'autres peuvent le faire. Mais je vais vous expliquer un peu comment. Naturellement, l'entraînement, c'est hyper important pour une expédition comme ça. Sans entraînement, tu peux aller nulle part. Ce n'est pas physiquement un entraînement, c'est un entraînement mental, en fait. Parce que tu te mets dans les conditions que tu écrases ton corps tous les jours. Tu écrases, jusqu'à un moment que tu tapes dans un mur et puis tu arrives de passer ce mur. Ça veut dire que psychologiquement, tu sais que tu peux aller au-delà de ça. Et puis, en montant mes pneus depuis Châteaudet jusqu'à Aigle, après remonter le glacier de Diablerets, arriver à Gstaad, les gens arrêtaient et puis me demandaient qu'est-ce que je fumais, si j'ai fumé des pétards. Et c'est sûr, c'est normalement des médecins qui arrêtent me demandant si je savais qu'il y a 3 pneus derrière moi qui traînent. Des choses banales comme ça, c'est normalement qui sortent de leur... Mais en fait, je savais bien qu'il y avait 3 pneus derrière moi. Mais pourquoi monter des montagnes si on peut tirer des pneus derrière nous? Ça, c'était notre point qui était hyper important. Jacques a dit, c'est en fait se protéger la humidité. L'humidité, c'est quelque chose qui tue. Quand on part pour une expédition qui va durer 2 ans et 3 mois, le plus grand problème, c'est que la formation de glace à l'intérieur des vêtements. Je ne suis pas comme un type qui fait du vélo ou un type qui va peut-être 10 jours en montagne. Je vais, en fait, pour 2 ans. Je ne peux pas vite me chauffer. Je n'ai aucune source de chaleur de l'extérieur. Ça veut dire que dès que je tombe dans l'hypothermie, il n'y a pas un corps qui peut me réchauffer.
Je ne peux pas me mettre à l'intérieur d'un sac de couchage parce que c'est l'homme qui chauffe les sacs de couchage, ce n'est pas les sacs de couchage qui chauffent l'homme. Et puis en plus, si tu ne sais pas vraiment de quel côté tu vas tomber quand tu commences à avoir froid, il faut avoir un mental qui est hyper fort et qui est entraîné. Ça veut dire que ça, je fais depuis 15 ans. Et puis ça, c'est pas mal. J'ai développé un petit... si machin marche. J'ai développé une combinaison de survie qui, avec mes vêtements, je pouvais mettre ma combinaison, je saute dans l'eau, je nage en travers comme des ours polaires et je sors de l'autre côté et puis je peux continuer. Comme ça, je fais une économie sur les calories que je brûle parce que je n'ai pas besoin d'aller autour de la glace. Et puis en plus, dans l'eau, il fait 2 degrés. À l'extérieur, il fait moins 40. Ça veut dire que 38 degrés de différence quand tu es au l'eau. Quand tu es dans l'eau, tu es bien au chaud. Le développement de la tente est hyper important. Jacques a provoqué le facteur du vent. Ça veut dire que je ne veux pas partir avec une tente où il y a un courant d'air qui passe. Même si je dors avec la porte ouverte, tout simplement, c'est que je dois savoir quand ça commence vraiment à souffler et j'ai eu du vent à environ 180 km/h, que ma tente peut déjà rester. Et puis, que si moi je suis à l'intérieur de la tente, que je suis plus ou moins à l'abri du vent. Et puis, c'était ça qui était en fait testé après dans les souffleries de Mercedes. Et aussi, un truc qui est hyper important, c'est les cerfs-volants. J'ai choisi d'aller tout simplement contre du vent et contre du courant autour de la cercle arctique polaire. On a vu dans l'indice que Jacques a montré tout à l'heure que d'aller contre du vent, c'est 2 choses complètement différentes. Quand on a du vent dans la gueule, à 60 km/h, et puis il fait moins 40, on a 90 degrés, la sensation sur mon peau. Ça veut dire que les images plus tard, je vais vous montrer en fait comment mes gueules étaient complètement gelées. Et puis, dès que tu respires, ça gèle autour de ton visage. Et puis ça, c'est hyper important de savoir si tu vas contre du vent et contre du courant, que tu peux résister. Pourquoi j'ai choisi d'aller contre du vent et courant? Tout simplement parce que si je vais avec du vent et du courant et puis j'arrive, je veux toujours me demander si c'était possible d'aller contre. C'est logique, je trouve. Et aussi, je préférais d'échouer en allant contre du vent que d'arriver avec du vent. Et puis voilà. La nourriture, c'est un truc qui est hyper important. Ça veut dire que je mange environ 12 000 calories par jour. Si un de vous doit manger 12 000 calories, vous allez déjà crever, je crois. Et puis, autrement, vous allez arriver comme les Américains après McDonald's. Ils marchent comme des ours qui a beaucoup mangé. Ils roulent, ils ne marchent pas vraiment. En plus, en dormant, je perds environ 2000 calories en dormant la nuit. Tout ce que vous mangez par jour, environ 2000 à 2500, c'est juste, Jacques, plus ou moins, que ça, je perds en dormant. Et puis, c'est hyper important quand je sors la tente que je sais que j'ai encore 10 000 calories à brûler. Par semaine, je veux perdre encore 2 kilos de plus. Avant partie, ça c'est des bouffes que Rocha a fait pour moi. Philippe Rocha, c'est un grand copain, et puis lui, il a fait toutes mes nourritures qui étaient pas mal sympas de sa part. Avant partie, qu'est-ce que je fais? J'entraîne mon corps pour accepter le nombre de calories. On est d'accord? Tu ne peux pas juste commencer de manger 10 000 calories. Ça veut dire que je bois environ un chope d'huile d'olive par jour, en disant jusqu'à ce que je chope la chiasse, et puis là, quand ça rentre, ça sort la même chose, et puis là, il faut arrêter. Parce qu'en même temps, tu t'entraînes, et puis tu perds du poids, tu ne mets plus de poids. Et puis là, tu dois trouver une autre source de graisse, et puis ça, naturellement, c'était du beurre. Je mangeais du beurre en cuillère et puis des crèmes doubles, tout simplement, qui se trouvent facilement chez nous au pays d'en haut. Avec ça, la nourriture, je savais, était juste. Maintenant, il faut s'entraîner. Et puis là, j'étais vite allé au pôle Nord
Et puis, les choses les plus importantes, c'était d'avoir une équipe qui est bien soudée autour de toi. Une équipe qui croit en toi, parce que toi, tu crois, c'est facilement. Mais si personne d'autre croit, c'est déjà quelque chose qui est moins bien. Et puis, quand tu commences aussi un peu parler avec les gens en disant que est-ce que je peux vraiment résister? Et puis, ils regardent dans leur bouquin et puis ils disent, mais personne n'a fait, reste à la maison. C'est sympa. Mais moi, je ne suis pas vraiment fait comme ça. Et puis, je crois aujourd'hui, on peut faire des choses tout simplement beaucoup plus engagées qu'avant parce qu'on a une technologie des vêtements et des matières de nourriture qui nous permettent, qui nous protègent. Parce que je n'aime pas parler de la protection, je parle qui nous permettent d'aller dans les conditions extrêmes. Et puis là, je veux vite aller parce que ce n'est pas moi qui dois parler, c'est Jacques qui va parler. Vite aller, on peut aller beaucoup plus loin en disant avec les matériels qu'on trouve aujourd'hui. Les plus grands problèmes, c'est naturellement de la flotte. Au pôle Nord, c'est tout simplement la glace qui est posée sur l'eau. Des fois, on marche sur 3 cm de glace et des fois, on croit qu'on marche sur la glace, mais on tombe dans l'eau. Et puis, dès que tu tombes dans l'eau, comme je disais, avec tes vêtements, c'est là où la vie devient extrêmement difficile. Et puis, c'est toujours des moments que tu crois que tu vas passer, que tu tombes dans l'eau. Et puis, ça, c'est bien expliqué dans mon bouquin. Mon bouquin est à vendre après, comment je sors. Mais en disant que quand on commence à avoir froid, on ne va jamais se réchauffer. En disant que des brûlures, ça se voit déjà sur mon visage. Et puis, parce que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, la glace est hyper coupante. Et dès que tu tombes contre un morceau de glace, tu coupes et tu commences à saigner. Mais parce qu'il fait tellement froid, tu saignes pour peut-être une demi-seconde et puis ça gèle. Ça veut dire que l'avantage du froid, c'est que tu perds pas, tu perds pas beaucoup de coupures, c'est pas trop grave. Et puis avec une petite agrafeuse, tu agrafes vite fait des petites coupures. Ça, c'est pas grave. Qui est hyper important, c'est l'énergie que tu mets. Je veux vite vous montrer la différence entre ça et tout simplement ça. Vous avez vu la différence, madame? Il y a quoi comme différence? 15 cm, peut-être. Ça fait 2 mois de marche à la fin. Ça veut dire que chaque pas que je fais, c'est un pas qui est calculé. Si je reste dans la tente 15 minutes de plus tous les jours, dans ces 15 minutes, je brûle des calories que je tire. Et en plus, dans ces 15 minutes, je ne marche pas. 4 jours, 15 minutes, c'est 6 km. Chaque 4 jours que je perds. Ça veut dire que les calories que je tire, je dois dépenser pour avancer. Autrement, je ne vais jamais arriver à la maison. Et puis ça, c'est hyper important, la discipline, dans ces expéditions. Et puis, quand on dépense une énergie fou pour surpasser en fait tous les petits obstacles qui se trouvent devant nous, il faut prendre des décisions tout le temps. Et puis, même en prenant des décisions, des fois, on perd énormément de concentration, on perd énormément de calories. Et puis là, on va parler plus tard de mes petits doigts qui a gelé, un attachant de chaussure qui a pris 20 minutes. Il y avait un jour que j'ai environ moins 45, avec des vents peut-être à moins 60. J'enlevais mes gants, et puis tout bêtement, j'enlève mes gants en mettant mes gants sous mes bras tout le temps. Comme ça, mon corps continue de réchauffer mes gants. En baissant, pour attacher mes chaussures, les gants ont tombé sur la glace. Avec les vents, la neige a rentré dans mes gants. Quand enfant, j'ai attaché mes lacets, j'ai mis mes mains dans mes gants, mes mains étaient déjà gelées, et puis tout ce que mes mains faisaient, c'est fondre la glace. Mes mains sont humides, il y a un peu de transpiration sur mes mains, et je gèle mes mains.
personne ne peut récupérer pour moi mes mains. Il n'y a pas d'autre source de chaleur. Je ne peux pas mettre ma tente, je ne peux pas allumer mon réchaud, mes mains sont raides. Et puis ça c'est en fait la vitesse que ça arrive. Ça veut dire que l'article, malheureusement, c'est un maître très très strict en disant que tu ne peux pas apprendre en faisant des erreurs, tu payes cash tout de suite. Et puis cash, ça coûte pas mal cher. Oui, je crois qu'on peut arrêter là, on va après. Bon, j'ai fait combien de minutes déjà? Hein? Parce que là, maintenant, on arrive juste au départ de l'expédition. Ça, c'était juste l'échauffement. Départ de l'expédition avec mes mains coupées, mes doigts coupés. Que le médecin, Dr Kouchi, a dit, écoute Mike, il faut 2 ans avant que tu retournes au froid. 4 mois plus tard, j'étais au Cap Nord. Pourquoi 2 ans? On n'a que 25 000 jours à vivre en général. 2 ans, ça fait presque 800 jours. Ça veut dire 800 enlevé de 25 000 aux 12 000 qui restent pour moi. Ouais, je ne pouvais pas, c'était trop cher. Et puis, je retournais dans le nord. Statut qui était au départ de l'expédition et qui était toujours là à l'arrivée, je savais bien qu'il était là au départ, je savais bien qu'il était là à l'arrivée, mais c'était ça qui était en fait imprimé de ma tête pour un jour arriver, de retourner d'où j'ai parti. Imagine un peu, je pars d'ici, mais je veux retourner ici, en marchant dans ces directions-là, et jamais fait un demi-tour jusqu'à ce que tu arrives de l'autre côté. C'est un peu ça que j'ai fait. Parce que la Terre est ronde, je crois. Ils ont dit, et puis je peux confirmer que la Terre est ronde. Ça veut dire que, en fait, au départ d'une expédition, je savais que je pouvais faire mon premier pas. Je savais bien que je ne pouvais pas faire mon dernier pas parce que je n'ai eu pas l'expérience. Mais j'étais prêt d'apprendre tous les jours. Et puis si tu apprends tous les jours, c'est facile en fait de faire ton dernier pas. Maintenant, j'ai fait mon dernier pas et puis aujourd'hui seulement j'ai des connaissances pas de faire mon premier pas. Je crois que c'est pas mal simple. Je crois que beaucoup de vous me critiquent aussi que je suis une mauvaise père. Beaucoup de vous, je crois. Et puis des critiques, c'est pas à moi qui ça fait mal. Ça fait mal à ma femme et ça me fait mal à mes filles. Et puis je crois que c'est un point que j'aimerais bien juste clarifier en fait avec les gens qui me critiquent. C'est que je suis un père comme je suis. Et puis ma femme et mes filles me donnent la liberté de faire ce que je fais. Normalement, je me fais critiquer par les gens qui n'ont pas la même liberté que j'ai, qui n'ont pas la même amour que moi j'ai. Et puis, quand quelqu'un te donne la liberté, qu'est-ce que tu dois faire en retour? Tu dois retourner vivant. Tu dois remplacer la vide après qui était là. Et puis, je crois que c'est ça que des gens ne voient pas vraiment. C'est que, en travers de tout ce que je fais, notre relation, ça soude. Des émotions qu'on vit ensemble, c'est extrêmement fort. C'est pas juste des vents. C'est pas en gardant quelqu'un autour de toi tous les jours en disant que tu aimes. Il y avait une journaliste qui a demandé à Annika, elle a 12 ans maintenant, ma fille, ton papa, il n'est jamais à la maison. C'est un bon papa? Elle a tout simplement répondu, écoute, mon papa n'est pas là, mais je sais qu'il est toujours là pour moi. Il y a beaucoup de papas qui sont là, mais qui n'est pas là. Et puis, je crois que avant de critiquer, parce qu'à moi, ça me fait pas mal. Mais à mes filles et puis ma femme, ça le fait mal. Réfléchis un peu. Voilà, ma femme me donne en fait la liberté et puis la prix à payer pour ça, c'est extrêmement cher. Tu laisses tous les gens derrière toi. Et puis, parce que je suis passionné, parce que je fais ça, parce que j'ai une passion pour faire ça, c'est facile de couper en fait les liens et de mettre toute la concentration en faisant des choses que je fais. Et puis là, quand tu fais la voile, là je dis la voile, c'est pas trop difficile à faire. Comme je dis, tu montes tes voiles.
tu mets la cape à ton bateau et puis tu vas boire un thé et puis tu retrouves 4000 km plus tard en Groenland. Ça, c'est un truc. Le plus grand problème, c'est la humidité. Ça veut dire que les vêtements qu'on choisit, c'est des vêtements qui va pas laisser passer la humidité. Mais en fait, si tu te mets sous une douche tout le temps, il y a un bout de moment que tu vas être mouillé et puis tu vas commencer à avoir froid. Ça veut dire que tu dois aussi bien réfléchir. Faut pas croire que, en fait, un vêtement va me protéger du froid. C'est l'homme qui doit se protéger du froid. Et puis, la partie voile était pas mal intéressante, tout simplement parce que dans les conditions que je le faisais. Qu'est-ce qui se passe dans le nord quand il y a des vagues, des vents? Naturellement, la glace qui forme sur le bateau, la glace qui vient trop lourde, et puis il y a un bout d'un moment qu'il y a beaucoup trop de glace en fait sur ton bateau, et puis tu dois casser la glace en fait pour que ton bateau ne tourne pas. Et ça, je crois que vous avez aussi vu en fait à Genève. En même temps, un brouillard est hyper important. Quand on va en montagne ou quand il fait chaud, il y a un peu de brouillard, le soleil se cache, et puis on a cette sensation de froid beaucoup plus vite qu'à moins 40 sec. À moins 3, avec un brouillard sans soleil, j'ai eu beaucoup plus froid qu'à moins 40 ou moins 50. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour les gens. Parce que les gens regardent toujours le thermomètre pour dire « Ah, il fait froid ». Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui vont là-dedans. Je veux vite aller parce que je ne crois pas que je dois faire une conférence ce soir sur l'expédition, c'est plutôt sur l'extrême froid. J'ai pris juste cette photo parce que c'est pas mal marrant. Quand je vois la neige qui tombe, je veux sortir mes skis. Mais là, quand la neige tombe, je dois faire la voile. Et puis, quand toutes les bouts gèlent comme des câbles, aussi, tu ne peux plus descendre les voiles dans les tempêtes. Et puis, en même temps, si tu ne peux plus descendre tes voiles et puis il y a des tempêtes qui arrivent, la seule façon de ralentir ton bateau et de sauver ta vie, c'est de monter ton mât et couper ta voile. Et puis après, tu ne peux plus l'utiliser. Tout simplement parce que la voile est gelée au mât. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de voiliers au nord. Un autre problème, c'est que pendant la nuit aussi, c'est des icebergs. Des icebergs, ça peut monter du vent, ça peut monter du courant parce qu'il y a une surface de voile, en fait. Comme ça, dès que le vent arrive à un bon angle, en tapant un iceberg peut vraiment remonter du vent. Juste deux ou trois petites photos que je veux vite passer, des icebergs jusqu'à 5 km de long, qui tombent par année dans l'eau. En Groenland, tu sais, des icebergs qui tombent dans l'eau, peuvent donner à boire à l'États-Unis pendant 10 ans. Ça veut dire que l'eau fraîche, l'eau à cuisiner, à laver, l'eau propre, pour 10 ans, tombe par année dans la flotte en Groenland. Et puis, si Groenland fonde, il y a environ 3000 mètres de glace qui est posée sur Groenland. Et puis, si Groenland fonde, le niveau de la mer va monter par 10 mètres. Là, je suis en Groenland, je veux vite monter à 3300 mètres. Il y a toutes ces crevasses qu'on va parler un peu plus tard pour traverser. Et puis là, le problème aussi, c'est que traverser des crevasses, il faut faire hyper gaffe. Parce que dès que tu commences à faire une erreur avec un luge qui est attaché à toi, un luge qui pèse 150 kg, si la luge décide de partir dans la crevasse, toi, tu vas avec. Et puis, des fois, tu n'as pas vraiment de chance si tu es à 200-300 mètres de profondeur. Sur l'islandise, c'est ça qui est hyper important. On a parlé de l'humidité, on a parlé de brouillard. Maintenant, c'est du vent. Et puis, comme je disais, j'ai décidé d'aller contre du vent. Et la seule façon de te protéger du vent, c'est avec des vêtements. Si tu dis que je reste à l'intérieur de la tente parce qu'il y a des vents, dans l'Arctique, tu ne vas jamais avancer.
tu vas confronter du vent. Et puis, je crois qu'on va juste plus tard expliquer 2 ou 3 petites choses, comment on peut gérer ces aspects du vent avec des vêtements et puis se protéger. Du cerf-volant, c'est un truc qui est aussi un peu dangereux, tout simplement parce que tu crées du vent et puis tu ne bouges pas. Ça veut dire que tu ne génères pas beaucoup d'énergie. Là, on va vite. Voilà, comme ça, l'affaire est réglée. Comme disent les paysans au pays d'en haut, l'affaire est réglée. En montant sur le bateau, en fait, en arrivant tout près de Groenland, c'était là où la glace a formé plus vite que prévu. En disant que quand la glace forme, maintenant, la glace va rester pendant 11 mois. Il y a seulement 1 mois où je peux passer. Et puis, en parlant avec la Coast Guard canadienne, c'est un peu eux, les extrêmes, des experts du froid, d'extrême. Ils se me disent, Mike, écoute, tu ne peux pas passer, nous on ne passe pas, tu dois faire un demi-tour. Et puis, ils cherchaient l'abri. Il marche, machin. Je cherchais l'abri dans ces petites fjords ici. Et puis, j'ai eu un peu ça comme terrain après à traverser. La brise-glace aussi était un peu coincée. Et puis, c'était ça qui est venu du nord, les morceaux de glace de banquise, et qui a fermé la route devant moi et qui a fermé la route derrière moi. Et puis, il y avait un moment que je ne pouvais plus sortir. J'ai attaché mon bateau. J'ai dormi la nuit à l'intérieur de mon bateau. Le lendemain matin, je me réveille et puis j'étais en fait prise dans la glace. Des Esquimaux, c'est des gens qui savent bien gérer du froid, tout simplement, parce que ça, c'est une bonne journée. Là, il fait vraiment beau dans ces petits villages. Et puis, ça se voit aussi que des mauvaises journées, tu ne vois pas les maisons. Ça veut dire que des enfants ne voyagent pas. Leur père et mère ne sortent pas pendant l'hiver. Des Esquimaux restent vraiment à la maison pendant l'hiver. Parce que, pourquoi sortir? On va nulle part. Et puis, les Esquimaux ont raison. Mais moi, je n'ai pas eu la même mentalité qu'eux. Moi, je voulais voyager, en travers l'hiver. Maintenant, tout simplement traverser Canada. Et puis, c'était là vraiment mes premières l'hiver. Maintenant, les températures vont baisser à -60. À -60, normalement, on n'a pas beaucoup de vent. Du vent, normalement, arrive quand il fait -40. Et là, il y a déjà... Mon appareil doit être à plus ou moins, je crois, 5 mètres de moi. Et puis, si tu mets l'appareil plus loin, tu vois plus personne. Ça veut dire que du vent est une chose. Après, tu as la neige qui s'envole. Et avec la neige qui s'envole, ça fond en contact avec ton peau. Et puis là, tu commences à avoir des gelures parce que tu commences d'être humide. Comme je disais, d'être protégé, ça on va parler des habits après. Déjà, pour les femmes, c'est moins bien parce que vous n'avez pas de barbe. Nous, on a une barbe et puis la barbe, ça nous protège. Je prenais aussi la moque, là, je vidais mon nez, je frottais ça un peu contre mon visage, ça gelait sur mon visage et puis ça faisait screen, protection. C'était juste un peu de protection, plus épais des places que les autres, mais des protections contre des vents. Aussi, en mettant la tente, quand on commence à avoir froid, quand on sent plus les mains, je pouvais mettre ma tente avec ma bouche et puis mes pieds. En disant que les mains viennent pas utilisables. Et puis la façon que j'ai monté la tente, à la fin, c'était, quand j'ai commencé à geler mes mains, c'était avec ma bouche et puis mes pieds. Tout simplement, on perd en fait en chose, mais on récupère sur quelque chose d'autre.
un moment qui est hyper important, c'est quand on met l'abri, que l'abri ne va pas partir. Parce que dès que l'abri part vraiment, comme je suis là, c'est un seul veste, un Gore-Tex, c'est 2 couches de sous-vêtements. Et dès que je commence arrête de marcher à moins 40, j'ai 7 minutes avant de choper l'hypothermie. Si j'ai un petit couille entre ces 7 minutes, je perds ma vie. En disant, là, il faut s'être entraîné, tout simplement. Toujours à genoux quand on est sur les glaces, tout simplement parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est debout? On remonte la surface de prise de vent et puis on perd 2 fois plus de calories. Toujours à genoux quand on peut, toujours aggroupé. Et puis ça, c'est des petites techniques qui sont hyper importantes. Quand on marche, comme je disais, chaque pas, c'est un pas qui est hyper important, et spécialement pendant la nuit arctique polaire. Quand le soleil se couche, là, c'est sûr, il faut avancer, mais quand il fait chaud, ça veut dire vers midi, tu dors. Quand il fait froid, tu marches. Parce qu'en dormant, à moins 60, tu ne peux jamais te réveiller. Tu gèles à l'intérieur de ton sac de couchage. Comment j'ai fait pour ne pas geler? Je buvais environ 5 litres de flotte avant de dormir. Ça me fait envie de faire pipi chaque 1h30. Qu'est-ce que je fais? Je fais pipi dans une bouteille en plastique. Ces bouteilles en plastique, comme dans les hôpitaux, je mets entre mes pieds. La chaleur de la urine chauffe mes pieds. Et puis le lendemain matin, je continue de marcher. Si je sors la tente avec un petit doigt gelé, ça ne va pas venir mieux quand je marche. Ça peut venir que plus grave. Et c'est ça, gérer du froid. Et spécialement la nuit. Ça, c'est pris à midi, ces photos. Dans la nuit arctique polaire, on a plus ou moins 3 mois, pas de soleil. Comme je disais, quand il fait moins 50 dehors, il fait moins 49 à l'intérieur de la tente, tu dors avec la porte ouverte, c'est pas grave. Et puis, en plus, tu vois la formation de la glace à cause de la respiration et la humidité. Les corps qui perdent des chaleurs, les corps qui perdent des calories. Et puis, si ce n'est pas géré, la glace va se former à l'intérieur de mon sac de couchage. Et puis, dès que la glace forme à l'intérieur de mon sac de couchage, tous les jours, mon corps, toutes les nuits, mon corps perd environ 1 litre à 1,5 litre de humidité, de transpiration. Et puis, cette espèce de transpiration, ça gèle à l'intérieur de mon sac de couchage. Et puis, si je ne gère pas ça, tous les jours, mon sac de couchage va peser 1 kilo de plus, si je ne gère pas ça. Là, je vais faire encore 4-5 photos, et puis après, je crois que Jacques, il va reprendre. Qui est hyper important, en fait, quand on prend une journée de repos, c'est d'essayer de manger le plus de calories possible. J'ai arrivé de manger jusqu'à 20 000 calories en 24 heures. Je ne dormais pas, je fais que de manger. Malheureusement, il y avait un moment que, à cause de des différences de température dans une bouteille de fuel, je remplissais mes bouteilles de fuel à moins 45 degrés. Il y avait un échauffement en journée, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à moins 20. Et il y a 25 degrés de différence en température. La fuel a pris du volume dans mes bouteilles. En ouvrant mon bouteille pour refueler mon réchaude, il y avait une pression et ça giclait partout dans la tente sur moi, partout sur mon sac de couchage. Et tout de suite, tout a pris feu. J'ai essayé d'éteindre ça, mais en laissant les bouteilles de fuel,
les bouteilles à verser, et puis tout d'un coup, il y avait 1 litre de fuel, de naphtha, partout dans la tente. Et puis là, je me trouvais à cul nu dehors, à moins 35 environ. J'ai perdu ma veste, mes gants, juste dans la photo du précédent, mes chaussures qui est là, tout perdu, l'arrêt chaude, tout. Et puis, j'ai construisais un igloo à main nue, quasiment, de mes sous-vêtements, qui, avec un seul bougie, j'ai resté vivant 2 jours dans cet igloo. 2 jours là-dedans, on arrive pas mal confortable. Et puis, en plus, ce qui était sympa, c'était que parce qu'on a brûlé des choses, il y avait des ours qui ont commencé de tourner autour. Et puis là, ça se voit, mère avec un petit, qui n'est pas toujours évident. Ça, c'est un ours qui a vraiment faim, tout simplement parce qu'un trace est sur l'autre. Ça se voit que quand un ours a mangé beaucoup, un ours est gros, et puis il va plutôt marcher comme ça avec ses jambes bien écartées. Quand un ours a faim, ça veut dire qu'il a perdu tellement de graisse, il commence ses hanches tellement minces, et puis il commence de marcher en fait en trace sur l'autre. Et ça se voit facilement. Vous êtes bien intelligents, vous voyez ça clairement sur les images, je crois. Aussi, quand on trace d'un ours et on voit plus de neige à l'intérieur, la trace, que l'extérieur, ça veut dire que l'ours marche en fait comme ça. Il est gros, il ne va pas venir te bouffer, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis voilà. Là, je vais vous montrer juste, c'est taille 47. Tout le monde sait qu'on parle des tailles des pieds, ça fait aussi des tailles de, je ne sais pas quoi, mais taille 47 des chaussures, c'est pas parce que je porte des tailles 47, c'est que je porte 43, mais pour avoir chaud, je dois avoir une circulation d'air autour de mes pieds, et puis sans ces circulations d'air, ma foi, tu vas geler tes doigts, tes doigts de pied. Des vents, il y a beaucoup, et puis c'est aussi, je prenais ces photos tout simplement pour vous montrer le système de navigation, parce que quand les boussoles commencent de ne pas travailler, parce que tu es plutôt trop près de la pôle magnétique, et puis quand tes GPS ne marchent pas, parce que les cristals liquides gèlent, de toute façon en moins 15, et puis il fait tout le temps moins 50, au moins 40, au moins 30, au moins 20, il fait rarement moins 15, ton GPS, ça ne sert à rien. Ça veut dire que la seule GPS que tu peux utiliser, c'est des vents. En disant que moi, je dois rester en contact avec la nature pour savoir dans quelle direction des vents est venu, pour que je sais dans quelle direction je marche. En disant, le dernier vent est venu du ouest, fort, et puis ça se voit, c'est ouest, est, nord, sud. C'est facile à voir, non? Ça, c'est facile, mais parce que je marche sur la glace qui dérive, qu'est-ce qui se passe si ces morceaux de glace tournent comme ça? Et tu crois que tu marches, en fait, vers l'ouest, mais tu vas au nord. C'est ça qui a tué beaucoup de gens au froid. Ce n'est pas du froid qui a tué des gens. C'est les gens même qui a cru qu'ils sont perdus. Dès que tu crois que tu es perdu au nord, tu es raide. Il y a 2 choses qui tuent. C'est en croyant que tu es perdu, et puis si tu ne manges pas assez. C'est tout. Voilà, on va vite faire juste 2, 3, encore du vent, juste un peu comme ça. Et puis je voulais vous montrer un peu ça. Ça c'est moins 59 degrés Celsius. J'ai pris ces photos-là. Et puis là, honnêtement, sincèrement, quand tu fermes les yeux, tu as la peine de l'ouvrir. Tu as la peine de l'ouvrir. Et c'est pas... Quand je dormais, j'ai eu peur de fermer mes yeux. Parce que le lendemain matin, ou après 2 heures, je ne l'ouvre plus. Je dois réchauffer mes yeux en mettant ma tête dans mon sac de couchage. Et puis après, je peux ouvrir mes yeux. Et puis,
là, c'est tout simplement la transpiration qui gèle tout de suite autour de mes visages. Tous les jours, tu as énormément de transpiration. Ça, c'est un Esquimau première que j'ai vu après 3 mois. Et puis, il me demandait comment je pouvais rester vivant avec les habits en plastique. Que je comprenais bien parce que ça se voit après juste sur l'image là. Lui, d'en haut en bas, il est avec des vêtements de caribou et on voit il a des peaux d'ours en fait sur ses chaussures. Et puis cet homme était un homme extrêmement gentil et incroyable. Il a cru que j'étais un chaman en fait. Oui, c'est sûr, avec une gueule complètement gelée comme ça, il a eu peur peut-être. En même temps, avec ses vêtements en plastique, il ne croyait pas qu'on pouvait rester vivant. Et puis, après, il me donnait cette poisson qui était là. Il a chopé ça il y a 3 minutes en arrière. Parce qu'il fait moins 30, moins 35, ça gèle tout de suite. Et puis, il a vu que mes mains étaient borées de gelée comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mes gants, il me donnait ses gants qui étaient chauffés et secs. Il a séché mes gants et chauffé mes gants avec ses mains. Après, on a changé au niveau des gants. Mes gants étaient secs et puis mes mains étaient sauvées. Il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné l'information. Il me donnait la seule chose qu'il pouvait me donner et que j'ai eu vraiment besoin à ce moment, c'est un peu de chaleur. Et voilà, il m'invitait juste après, c'était ça, quand il a vu, quand j'arrivais, il me demandait si j'étais un ours qui me transformait en homme, parce que c'est ça que les Esquimaux croient, c'est les ours, les phoques, les baleines, c'est juste une transformation de l'être humain. Et puis, ça s'explique à travers leur danse. Après, juste ces 2 photos, et puis après, on va arrêter, parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter. C'est ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est des températures que j'ai mesurées autour de mon corps et moins 10 pendant 4 mois. Moins 10 tout le temps, en marchant 16 à 20 heures par jour. En disant que ça, c'est quoi? Ça se voit. C'est la transpiration, non? Qui gèle. En disant que, regarde sur mes vêtements, où la chaleur du corps sur la tête perd du corps perd de plus de chaleur. Regarde la formation de glace. C'est pas parce que j'ai roulé dans la neige, c'est la humidité qui gèle, en fait, tout sur mes vêtements. Là, ça se voit aussi une source de chaleur. On voit aussi début de gelure profond sur mon nez. Et puis mes mains qui commencent à gonfler. Tout le monde sait, vous êtes des pros. Quand les mains commencent à gonfler, il faut commencer à faire un peu attention. C'est ces photos-là que je voulais vous montrer mes chaussures. En même temps, la formation de glace à l'intérieur de mes jambes. Que vous comprenez un peu que quand vous avez dit que c'est impossible de rester vivant dans les températures comme ça, il y a beaucoup de formation de glace. Mais si on a mangé beaucoup de calories, on continue de brûler des calories et notre corps continue de se réchauffer. Mais c'est au moment quand tu arrêtes, comme je disais, tu as 7 minutes. Et puis, il faut que ça joue. Voilà, je crois qu'on va arrêter un peu par là. Je veux juste voir 2 ou 3. Après, voilà, c'est juste ça que je voulais montrer. C'est la seule source de chaleur de l'extérieur. Et ces vapeurs-là est utilisée pour dégeler mon visage quand je rentre dans la tente. Ça veut dire qu'il y avait un jour que je marchais, je tombais, je me relevais, je marchais 2 jours sans arrêt, 74 km.
Quand j'ai rentré de la tente, je ne sentais plus mes bras, mes jambes. Je croyais que j'ai complètement gelé. J'ai fermé la tente, j'ai réchauffé mon pot rouge. J'ai pris la neige et balancé ça sur mon pot qui était rouge. Ça faisait des vapeurs à l'intérieur de ma tente. Moi, à poil à l'intérieur de la tente, j'ai arrivé de réchauffer mon corps. Si à ce moment-là, j'ai monté dans une couverture de survie, je ne crois pas que je pouvais récupérer. Si j'ai monté dans un sac de couchage et j'ai fermé mes yeux, j'étais mort. Et puis ça, c'est la seule façon que je pouvais récupérer, en fait, la chaleur du corps. Un autre truc qui est hyper important, qu'on fait pas mal souvent, c'est de se mettre accroupi, en fait, comme ça, en prenant tout simplement couverture de survie que tout le monde a. Tout le monde, moi j'ai, mes enfants, vous aussi, doivent l'avoir. Mettez-le autour de vous avec une seule bougie. Dès qu'on allume cette bougie pour 5 secondes, notre corps commence à réchauffer. Et puis on peut récupérer des gens qui sont pas mal vite dans la merde, honnêtement, sincèrement. Prochaine fois, une couverture de survie coûte environ 5 francs. Une petite bougie coûte en fait 2 francs. Et puis avec ça, on peut vite sauver une vie dans les conditions de froid. Je ne sais pas, Jacques a peut-être déjà utilisé ça. Voilà, je vais arrêter là. Je crois que vous n'avez pas tout vu, mais... Bien. Vous avez vu qu'avec l'expérimentation, le pragmatisme d'un bonhomme hors du commun, on arrive à dépasser peut-être ce que la médecine a essayé d'expliquer, mais surtout, j'espère que vous l'avez compris, c'est le petit carré bleu que j'ai fait sur le comportement qu'on a vis-à-vis du froid. Je pense que du côté de Mike, c'est toute sa force morale, sa force mentale, l'amour de sa famille qui a permis d'aller un peu au-delà de ce que la médecine peut faire. Moi, j'aimerais juste pour terminer vous parler un petit peu de quelque chose de médical qu'un médecin doit connaître et surtout parce que Mike va nous montrer juste à la fin de cette présentation un petit film qui concerne l'événement qu'il a vécu et puis il va peut-être nous le raconter de façon plus émotionnelle. Les gelures, c'est une des pathologies induites par le froid. Cette photo, elle montre parfaitement ce que c'est qu'une gelure, elle montre un œdème du pied, elle montre une cyanose, des ongles tout blanchâtres, elle montre même, dans les cas de gangrène, une mouche qui est ici sur le pied gauche. Cette autre photo qui vient de Chamonix, qui n'est pas toute récente, nous montre les gelures que l'on trouve chez nous. On peut tirer beaucoup de renseignements de cette photo. D'abord, c'est un individu qui est à l'hôpital, qui a une perfusion, donc qui a un traitement, qui a des gros phlictènes, qui a des petites lésions cutanées de la peau qui sont témoins de lésions d'escalade et qui, sur la cuisse gauche, a une lésion ulcéreuse qui est une brûlure sur un foudroiement. C'était quelqu'un qui était retenu dans les neiges à Chamonix après avoir été foudroyé. Un exemple tout bête, vous connaissez le Valais, je suis obligé d'en parler puisque j'en viens. Traversée de Zermatt vers la cabane Berthold, c'est une longue traversée. Quand il y a beaucoup de neige, quand il fait froid, quand il y a du brouillard, il n'y a pas forcément besoin d'être sur le cercle polaire pour avoir froid. Et à l'arrivée dans un refuge, bien au chaud, un membre de la cordée nous dit qu'il ne sent plus ses pieds et il nous montre des pieds comme ça. On est un peu beaucoup pour faire de l'interactif ici, mais vous pouvez voir sur ce pied qu'il y a un œdème, puisqu'il y a la marque de la chaussette, qu'il y a une blancheur de la partie distale du pied, à moins que ça soit la partie proximale bronzée, mais en mars, dans cette région, on ne se balade pas en sandales. Et puis, il y a un aspect un peu blafard du pied. C'est une gelure, c'est pas une gelure, peut-être. Est-ce que c'est grave, c'est pas grave? Toute la difficulté dans l'appréciation d'une gelure, c'est un élément pronostique. Ça, c'est cette même gelure qui, 4 mois après, a donné des pieds dans cet état. Juste pour vous montrer qu'il y a une grande difficulté, non pas en diagnostic, mais d'une évaluation pronostique. Sur le plan du diagnostic, une gelure,
quand vous êtes dans le terrain, c'est assez facile à imaginer parce qu'il fait froid. Si vous voyez à votre cabinet quelqu'un qui a des gelures, il vous dira il a fait froid. Il était dans une ambiance froide et puis cet individu a eu froid aux pieds, a peut-être eu mal aux pieds, aux mains et peut-être n'a pas senti ses pieds ou ses mains. Donc le diagnostic, il est déjà fait après une anamnèse extrêmement succincte. Sur le plan de l'examen clinique, une gelure, elle se manifeste par un aspect cyanotique des extrémités, peut-être par des phlyctènes, avec des phlyctènes soit séreux, qui sont plutôt de bons pronostics, ou des phlyctènes hémorragiques, qui sont plutôt de pronostics un peu moins bons, et avec éventuellement une hypo, voire une anesthésie, qui signerait plutôt une gelure profonde. Je dis bien plutôt parce que ce n'est pas très important de savoir si une gelure est profonde ou superficielle. En termes de statistiques, ici en Europe, on voit à peu près 20% de gelures profondes pour 80% de gelures superficielles. Les caractéristiques d'une gelure plutôt pas grave, c'est la pâleur, la cyanose et des phlyctènes clairs avec une bonne sensibilité. Si on s'en tient là, je pense qu'on a déjà une bonne évaluation pronostique. Une gelure profonde, par contre, elle se manifeste avec des phlyctènes hémorragiques, avec ici un pied qui est un peu catastrophique, avec une hypo, une anesthésie, voire des nécroses ici au 10e jour, qui finira une amputation à 2 mois. Sur le plan médical pur, l'aide au diagnostic, elle se fait éventuellement par un Doppler, bien que le Doppler ne nous donne pas l'état de la circulation intradermique, la microcirculation intradermique, mais l'examen de choix qui ressort maintenant, c'est la scintigraphie osseuse, qui nous permet d'avoir une évaluation de l'atteinte osseuse due à la gelure, qui peut nous donner une indication à une amputation précoce. Là, j'aime bien ce dia, qui est un tout vieux dia qui m'a été donné par le docteur Forêt, qui était le patron de l'hôpital de Chamonix, qui montre grossièrement, disons, la physiopathologie de la gelure avec 2 voies d'accès à la gelure, si j'ose dire. C'est la voie de la congélation, du gel tissulaire. C'est ce qu'on retrouve dans les gelures par froid extrême et extrêmement rapide. Et c'est peut-être ce type de gelure dont a souffert Mike lorsqu'il a mis ses godasses à main nue. Donc le gel tissulaire entraîne une explosion cellulaire par un choc osmotique. Par contre, le plus souvent, une gelure, c'est un phénomène vasculaire, c'est un phénomène vasomoteur, avec une vasoconstriction locale qui est qui est une protection de l'organisme, protection pour garder la température, mais une protection dépassée qui fait qu'on a une réduction du flux sanguin, une sorte de sludge avec des thromboses, une thrombose qui amène la nécrose et la lésion. Juste un exemple, un jeune alpiniste qui a été évacué à 36 heures après une gelure, on l'a ses pieds à J1, 1,5 à 36 heures, avec un important œdème, avec des phlyctènes qui se sont percés eux-mêmes. Il y a quelques phlyctènes hémorragiques encore. Vous voyez un aspect complètement blafard des ongles et des pulpes, avec profond, superficiel, profond. Plutôt profond à cause du côté hémorragique des phlyctènes. À 5 jours, l'apparition rapide d'une nécrose relativement distale, et sur la base d'une scintigraphie qui était positive, une amputation précoce relativement importante. Sur le plan purement clinique, dans l'évolution des premiers jours d'une gelure, on distingue plusieurs périodes. Je ne vais pas trop vous les détailler, mais il y a la période où les membres gèlent, donc c'est au moment où il fait froid. C'est dans les premières heures où on a un aspect blanchâtre, cyanosé, blafard du pied, peut-être rapidement insensible. Ces pieds, on va les réchauffer, ces pieds ou ces mains, et apparaîtra la période des phlyctènes, post-réchauffement avec un important œdème, puis dans les 2 à 3 jours qui suivent apparaissent des nécroses, et enfin la période de momification à partir de 1 à 2 semaines. Alors, le traitement, qu'est-ce qu'on fait comme traitement pour les gelures ? Il y a eu des énormes discussions pendant des décennies sur la façon de réchauffer. On s'est arrêté au réchauffement rapide, c'est-à-dire à une eau à 38-40 degrés, désaffectée, qui nécessite une antalgie majeure. Vous imaginez, vous avez peut-être tous vu la débattue, vous voyez que ça fait mal. Dégeler une gelure, c'est probablement une débattue puissance 10.
Donc il nécessite, quand on le peut, une antalgie à base d'opiacés. Quand on ne le peut pas, dans un refuge, c'est plus souvent avec ce qu'il y a dans la cave qu'on arrive à antalgier les gens. Les pansements stériles, j'insiste, stériles parce que l'ennemi premier de la gelure, c'est l'infection, et non compressifs, puisque la gelure est d'origine vasculaire, donc vraiment pas des pansements avec des filets ou des bandes élastiques qui risquent de comprimer. Et puis, sur le plan médicamenteux, des tonnes d'études ont été faites, aucune n'est véritablement conclusive. On en reste à utiliser l'aspirine comme antiagrégant à des doses reconnues de 500 mg. On utilise un vasodilatateur qui, semble-t-il, donne de meilleurs résultats quand il est administré par voie intraveineuse juste avant et pendant le réchauffement et qui doit être continué dans les semaines qui suivent. Bien sûr, c'est une plaie antitétanique. Et puis, le docteur Cauchy, qui a traité les gelures de Mike, a mis sur pied une étude, qui, déjà depuis 2 ans, avec 2 bras, un bras prostaglandine, un bras thrombolyse, pour essayer de démontrer leur éventuel avantage. La difficulté de telles études, vous l'imaginez, c'est la rareté des gelures, des gelures graves, donc on ne va pas, pour une gelure mineure, donner un traitement pareil, et c'est relativement difficile d'avoir des collectifs suffisamment grands pour tirer actuellement des conclusions. Comme chirurgien, je ne peux pas m'empêcher de dire un tout petit mot sur la chirurgie, qui a une place extrêmement réservée dans le traitement des gelures. Parfois, on fait des nécrosectomies, parfois, on fait des greffes cutanées. Le plus souvent, on est amené à faire des amputations qui sont toujours difficiles, pas techniquement, mais difficiles dans la cicatrisation, puisqu'on est en tissu de mauvaise qualité. Quand est-ce qu'il faut amputer ? C'est là que l'approche de la gelure a fait quelques progrès. Autrefois, on disait toujours gelé janvier, amputé en juillet. L'idée, c'était de conserver le plus possible de tissu, d'attendre que la nature fasse une délimitation la plus précise avant d'amputer. Déjà, il y a une vingtaine d'années, dans les congrès, les Japonais étaient totalement opposés à cette attitude, puisque chez eux, culturellement semble-t-il, c'est impensable de se balader 6 mois avec des bouts de doigts noirs sans travailler. Alors, chez eux, ils pratiquaient déjà des amputations plus précoces. Et le mérite de... Là, je vous montre juste un cas. C'est un jeune homme qui s'était perdu la nuit dans une station valaisanne, que l'on a récupéré après quelques jours. Là, on avait fait des tentatives d'incision de décharge à cause d'un œdème important, qui s'est soldé par une momification du pied. Vous voyez qu'à l'époque, on amputait quand même relativement tard. Je disais que le mérite de Cauchy, c'est d'avoir réussi à démontrer que la scintigraphie pouvait être un élément pronostique extrêmement précis. Et quand une scintigraphie est positive, avec une absence de vascularisation osseuse à 2 et à 10 jours, on propose aux gens actuellement une amputation beaucoup plus précoce. Là, je vous donne 2-3 mots sur la prévention, c'est juste pour introduire de nouveau Mike qui va vous dire quelques mots. On va passer rapidement sur ce qu'il a déjà discuté, comme la condition physique, les vêtements. Je passe sur l'altitude, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Éviter l'alcool. On en parle toujours d'éviter l'alcool, et ce qu'on dit dans les cours de nos secouristes, des guides de montagne. L'alcool dans un refuge en milieu protégé, ça peut être que bon, puisque c'est un vasodilatateur. Ça peut être que mauvais à l'extérieur, puisque le vasodilatateur va augmenter les pertes caloriques. Mike vous l'a montré, la transpiration qui gèle, où il en avait le plus sur ses habits, vous vous souvenez, c'était sur la tête. Et effectivement, on perd une quantité calorique souvent insoupçonnée par le côté céphalique, si j'ose dire. Là, j'aimerais juste venir sur 2 tout petites choses. Sur l'entraînement au froid. Mike s'est entraîné en tirant des pneus derrière lui. Peut-être que ça ne l'entraînait pas vraiment pour le froid, mais est-ce qu'on peut se protéger contre les gelures ? Alors les Français, les militaires français ont fait des expériences en se trempant les pieds dans l'eau froide, avec des temps bien déterminés, puis en repartant au chaud, en faisant une sorte de gymnastique vasculaire, avec, semble-t-il, une meilleure tolérance au froid. Ce n'est pas une étude très scientifique, puisqu'on n'a pas étudié l'incidence des gelures, puisqu'il n'y en a pas eu. Mais physiopathologiquement, on a expliqué ce phénomène parce
vous savez ou vous ne savez pas que lorsqu'on a une vasoconstriction sévère due au froid, l'organisme, toutes les 5 à 7 minutes, provoque une vasodilatation très courte pour, dans le sens, semble-t-il, de redonner un peu de vascularisation à l'extrémité. Comme si on avait un garrot qu'on relâchait de temps en temps pour revasculariser le membre. Et cet entraînement, ces immersions répétitives, pourraient être responsables d'une stimulation de ce réflexe. Et puis j'en viens à ce que j'ai dit juste avant de parler ici, que la préparation mentale au froid est probablement la chose la plus importante. Quelqu'un qui a vécu le froid, qui sait où il va dans le froid, qui a parlé avec des gens qui ont connu le froid, a déjà une bonne préparation. Comme celui qui croit qu'il est perdu est vraiment perdu alors qu'il ne l'est pas, celui qui n'a pas peur d'aller au froid résistera beaucoup mieux qu'un autre. Voilà, le message pour éviter des gelures, c'est toujours rester au chaud, rester au sec et continuer à bouger. Je pense que Mike, tu peux nous montrer un petit peu le petit film sur tes doigts. Et puis, ça m'intéresserait qu'ils nous décrivent, maintenant que je vous ai montré le côté très médical, très froid d'une gelure, qu'ils nous décrivent pas tant quand il s'est gelé, puisqu'il vous l'a déjà dit, mais un petit peu ce que ça a évoqué pour lui le fait d'être gelé et puis le fait de devoir être traité. Voilà, merci Jean. Tout le temps. Voilà, ça marche déjà. Ça marche. En fait, ça c'est après environ 3 semaines quand j'ai gelé mes doigts. Je savais bien que mes doigts étaient gelés. Et puis, en même temps, c'était après 45 jours sur la banquise. Et puis, je ne voulais pas tout de suite arrêter, tout simplement parce qu'après 45 jours, on est à 10 jours du pôle. Et puis, on est tellement motivé d'arriver qu'on oublie en fait qu'un jour, tu dois rentrer à la maison. Et puis là, je rentrais avec mes doigts beaux, ça a resté trop longtemps de mon nez, je crois, bien déjà gelé. Et puis en même temps, je vais vous expliquer un peu après ça. C'est un peu ma femme qui a pris les images. On voit les 2 pouces pour geler. Et puis après aussi l'index qui est beau, aussi un peu noir. Voilà. Et puis là, ça c'est... Ouais, c'est pas trop dégueu parce que c'est vraiment que normal, je trouve, quand on était dans les froids extrêmes. Mais je vous explique un peu après les images comment je gérais ça en avançant et puis en restant dans les conditions à moins 30 et à moins 40. Mais tu fais une fois des erreurs, ça fait tellement mal, tu ne veux pas faire 2 fois. Là, c'est après l'amputation, j'ai décidé pas d'amputer tout de suite, mais de m'entraîner, de créer la circulation. Je n'ai jamais m'entraîné aussi dur de ma vie quand j'ai eu mes gelures. Et puis, mon cœur, j'ai essayé de remonter l'abattement de mon cœur pour le maximum de temps par jour. J'étais courir sans arrêter, faire du vélo, et pour essayer de récupérer en fait la circulation dans mes doigts. Et puis voilà, là c'est la fin des choses. Et puis c'était 2 semaines avant, je partais au nord. Mes doigts étaient comme ça. Ça veut dire que quand j'ai parlé avec Jacques, parce que Jacques, on connaît depuis longtemps, puis je fais beaucoup de confiance à Jacques. J'ai appelé 2-3 médecins en France, pas moi, mais ma femme, quand j'ai commencé. Je n'ai pas tout de suite dit à ma femme que j'ai des gelures, parce qu'elle ne peut rien faire pour moi. Moi, j'assume mes responsabilités. J'ai des gelures, je sais que j'ai des gelures, et je sais que c'est trop tard. Ça veut dire que, est-ce que tu rentres tout de suite, ou est-ce que tu fais paix d'abord avec que tu as fait une erreur, et puis tu rentres quand tu es prêt de rentrer. Tout ce que je dois faire, je dois faire gaffe que ça ne gèle pas plus profondément. Quand j'ai parlé en fait avec
les médecins différents, de la Chouvre et tout ça, c'était tout de suite, Mike, rentre à la maison le plus vite possible. Puis je dis, attends, moi je sais que j'ai gelé mes doigts, je sais quelle responsabilité, les conséquences que ça peut faire pour moi. Laisse-moi du temps que je mette ça dans ma tête que j'ai gelé mes doigts. Parce que pour moi, c'est que mes doigts qui est gelé. Mais je peux toujours marcher. Je peux toujours avancer. C'est que des petites gelures. Mais après, un bout d'un moment, quand ça commence de puer tellement que tu ne dors plus parce que ça pue, tu dis, ouais, écoute, maintenant tu peux avoir des gangrènes, gangras. Et puis là, il faut faire gaffe. Comment j'ai fait? La nuit, pendant que je dormais, pas pendant que je dormais, je marchais environ 12 heures par jour. Je rentrais de la tente. Oui, ça c'est l'or. Attends, ouais, on va faire ça. Ça c'est l'or. Et puis voilà. En fait, quand je marchais, je rentrais de la tente. Et puis quand j'étais prévu que je dors, je trempais mes mains, comme les médecins me disaient, dans l'eau chaude, à 36-37 degrés. Ça marche bien quand tu es dans l'hôpital. Mais quand tu sors tes mains et l'intérieur de la tente il fait moins 40, qu'est-ce qui se passe? Ça gèle tout de suite. Au nouveau. Et puis maintenant, ça va venir plus grave. Parce que la gelure, tes mains étaient trempées pendant 2 heures, à 3 heures, à 4 heures dans l'eau. Dès que tu le sors, ça gèle. Et puis, les plus que je disais aux médecins, hey, je ne peux pas faire ça, les plus ils disaient, gardez tes mains dans l'eau, gardez tes mains dans l'eau. Mais déjà, de fondre la glace et fondre la neige pour mettre tes mains dans l'eau, ça brûle beaucoup trop de fuel. Et puis, en plus, quand tu sors tes mains, ça gèle. Quand je savais que je gelais mes mains, je n'ai pas tout de suite arrêté. Je savais que mes mains étaient gelées. Qu'est-ce que je faisais? Je continuais de marcher. Je marchais. J'essayais de générer un peu d'énergie. C'est la seule source d'énergie que je pouvais avoir. Et puis, quand j'ai monté la tente, j'ai récupéré un peu déjà pour que je pouvais monter la tente. Quand j'ai rentré de la tente, 2 heures plus tard, seulement j'arrivais d'allumer mon réchaud parce que j'ai perdu du fonctionnement de mes mains. Quand j'ai enfin arrivé d'allumer les réchauds, je mettais mes doigts comme les cervelas sur les feux. Et puis là, il y avait un bout de moment que je sentais que c'est que la viande qui brûle. Et ça aide pas. Ça, c'est la première réaction qu'on a. On cherche une chaleur et puis on ne sait pas quand on brûle en fait, les doigts parce qu'on ne sent pas. Là, j'ai fait le traitement dans l'eau et puis je voyais que les gelures viennent plus profondes. Ça ne marche pas. La seule façon de réchauffer tes mains, c'est de garder tes mains secs. Et la seule place où il y a la chaleur la nuit, c'est entre tes jambes. Ça veut dire que je dormais avec mes mains entre mes jambes. Et puis là, j'ai commencé à récupérer la circulation, en fait, dans mes mains. Je bouffais environ 5 aspirines par jour aussi, juste pour liquidifier un peu du sang que j'ai essayé de récupérer. Quand je sors la tente, pendant toute la journée de marche, j'ai arrêté de marcher 16 heures, je marchais que 12 heures. Et puis, pour que je pouvais, en fait, réchauffer mes mains. Ça veut dire qu'en marchant toute la journée, c'est sûr que là, tes mains, au nouveau, commencent de geler. Et puis, c'était seulement après 10 jours de gelure que j'ai décidé qu'écoute, maintenant, il faut que tu rentres. Maintenant, tu sais que tu peux arriver. Et puis, je crois que c'est ça qui est important que Jacques voulait dire, c'est que psychologiquement, on peut faire beaucoup plus qu'on croit on peut faire avec les gelures. Parce que
si tu vas avoir froid, tu peux facilement avoir froid. Si tu ne peux pas faire tes besoins dehors, les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a de différence entre l'hiver et l'été. Non, je ne veux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a de différence entre l'hiver et l'été. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais en fait, l'hiver, c'est que tu arrives de sortir 60% et puis l'été, tu sors 70%. Tes besoins à l'extérieur. Mais tout ça se passe à l'intérieur de la tente. Ça veut dire que tous tes besoins, tout, ça se passe à l'intérieur de la tente. Il y avait un jour, j'ai oublié de fermer la braguette. 1h30 plus tard, j'ai arrivé de fermer tout simplement une fermeture éclair. 1h30 pour fermer une fermeture éclair. Tout simplement parce qu'à moins 60, tu ne vas plus enlever tes gants parce que tu as une fois déjà gelé tes mains. Et puis tu sais, si tu ne chauffes pas tout de suite cette ficelle pour fermer, tu vas à nouveau avoir les mêmes problèmes. C'est que tout simplement, je mettais la tente, j'ai allumé l'arrêt chaude, je levais mes gants, je chauffais mes mains, après j'ai récupéré la sensibilité dans mes mains, et puis j'ai fermé mon fermeture éclair, j'ai plié la tente, j'ai réduit mes commerces, et puis je continue de marcher. Fermeture éclair, 1h30 de fermer. Et voilà, je crois que... Ouais, là c'est tard maintenant, il faut aller manger un peu maintenant. Écoute, si vous avez des questions, il ne faut pas me demander, parce que maintenant je veux manger. Il faut demander à Jacques, il peut vous répondre facilement à toutes mes questions. Oui, mais en mangeant. Hein? En mangeant. Oui, on ne parle pas avec la bouche pleine déjà. Merci beaucoup d'écouter. Merci à Jacques. Et puis Antoine, tu dois... J'espère que vous avez autant de plaisir que moi. Je voulais juste remercier l'hôpital de la Tour d'avoir organisé cette fantastique soirée, le docteur Richon d'avoir donné un éclairage au périple de Mike tout à fait différent que j'avais jamais vraiment rencontré, et surtout à Mike qui, à travers son charisme, ses qualités humaines et physiques, peut nous faire vivre des rêves que sans lui, on n'aurait jamais. Merci Mike. Merci Antoine. Juste un truc aussi sur la bouffe et des boissons pendant que tu marches. J'ai marché 20 heures par jour sans boire un coup d'eau et sans manger un morceau, rien. 20 heures. Et puis, quand j'ai buvais, j'ai fait l'expérience de l'hiver au Canada, quand j'ai buvais et marchant et mangeais en marchant, j'ai eu plus froid que sans boire et sans manger en Sibérie. Je ne sais pas comment ça s'explique, en fait, aussi. Parce que normalement, quand on commence à avoir froid, ils disent il faut boire un peu, hein? Mais j'ai complètement arrêté de boire. J'ai plus envie de boire et de manger dans les conditions d'extrême froid. Et puis aussi parce qu'à moins 60, quand tu manges du chocolat, j'ai pété 3 dents en une semaine. Et puis après, tu as de malades dents, en même temps tu dois marcher et puis ça va pas. Ça veut dire que c'est pour ça aussi, je crois que j'ai arrêté de manger tout simplement parce que j'ai eu plus de dents de manger du chocolat. Écoute, vas-y, va aller bouffer, fais gaffe parce que vous pouvez aussi casser les dents. Et merci beaucoup pour une super soirée.
Thank you.